Kwekwe, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette discussion dans le cadre de cette édition du Salon du Livre des Premières Nations 2020. Si cette édition virtuelle comporte certains défis et on espère qu'on n'aura pas trop de pépins techniques, elle offre aussi de merveilleuses possibilités comme cette conversation à travers le continent parce que je suis à San Diego et que Pierrot Ross-Tremblay est à Ottawa. Donc, bienvenue à tous et à toutes, où que vous soyez dans le monde. Nous sommes heureux d'avoir cette discussion avec vous de façon virtuelle. Je me présente, mon nom est Julie Burel, je suis professeure au sein du département de théâtre et de danse à l'Université de la Californie à San Diego, qui se trouve en territoire traditionnel de la nation Kumeyaay. Ma recherche et mon enseignement portent sur le théâtre et les manifestations culturelles des premiers peuples, et j'enseigne aussi dans le programme en études autochtones. Je suis vraiment ravie d'être en conversation aujourd'hui avec Pierrot Ross-Tremblay, membre de la nation Innu-Desipit, sociologue, poète et professeur en études autochtones et canadiennes à l'Université d'Ottawa, où il est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les traditions intellectuelles et l'autodétermination autochtone. Je regarde mes notes. Pierrot est l'auteur d'un recueil de poésie, de nombreux articles savants. Il est aussi le co-éditeur d'un numéro historique de la revue Liberté, publié en 2018, et qui était centré sur la pensée et les protocoles autochtones. Ce numéro demeure le plus vendu de toute l'histoire de la revue Liberté, c'est important de le préciser. Il vient aussi de publier le livre Thou Shalt Forget, Indigenous Sovereignty, Resistance and the Production of Cultural Oblivion in Canada, publié en 2019 aux presses de l'Université de Londres. Et c'est de ce livre dont nous allons parler aujourd'hui. Kwekwe Pierrot Ross-Tremblay. Kwekwe Julie, merci de prendre le temps de te lever tôt à partir de San Diego pour avoir cette conversation-là. Merci aussi au Salon du Livre des Premières Nations pour ce travail extraordinaire fait depuis des années, et à Louis Carl en particulier là, qui nous énergise, qui ouvre les espaces pour qu'on puisse réfléchir ensemble, se rencontrer, discuter. Alors, merci à toi Julie d'être là, c'est un grand plaisir. Je suis moi-même un grand fan de ton travail, entre autres de ton livre Encounters on Contested Land, qui a été primé et puis qui est une superbe contribution là aux études critiques sur les culturelles, sur les cultures coloniales, mais aussi qui met en valeur les penseurs, les créateurs autochtones. Alors, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui avec toi et avec vous, tout le monde. Merci beaucoup, Pierrot. Et puis, je vais commencer, si vous le voulez bien, par donner un espèce de contexte ou un résumé du livre pour ceux qui ne l'auraient pas lu. Comme ça va donner des bases à notre conversation. Donc, je vais commencer par ce court résumé. Ensuite de ça, on va sauter dans la discussion avec des questions, puis on va essayer de vraiment mettre en lumière les enjeux de ton livre, qui est une contribution majeure. Alors, si tu le permets, je vais commencer avec ce petit résumé. Donc, et encore là, je regarde mes notes derrière moi. Je m'excuse si mon regard saute un peu, mais voilà. Donc, Thou Shalt Forget est le fruit de plus de 10 ans de recherche et d'entrevues menées par Pierrot Ross-Tremblay au sein de sa communauté, la communauté Desipit, la nation Innu-Desipit, pardon. Partant d'un événement charnière et révélateur dans sa communauté, soit la guerre du saumon qui a secoué la communauté au cours des étés 1980 et 1981, Pierrot Ross-Tremblay se penche sur l'histoire de sa communauté, sur les effets du colonialisme canadien et québécois sur la perception d'eux-mêmes qu'avaient les membres de la communauté Desipit avant, pendant et après la guerre du saumon, et sur la prise de conscience et les revendications et les nouvelles formations politiques, culturelles et sociales qui ont suivi la guerre du saumon et qui perdurent encore aujourd'hui. Donnant la parole aux gens Desipit, Pierrot Ross-Tremblay met en lumière de grands enjeux dont nous parlerons aujourd'hui. La culture de l'oubli culturel qui découle du colonialisme et en particulier de ce que Pierrot Ross-Tremblay appelle le colonialisme psychologique que subissent encore les premiers peuples. Cette culture de l'oubli mène, selon Ross-Tremblay, à une fragmentation et à une dévalorisation du lien avec les valeurs et les riches savoirs autochtones. La guerre du saumon de 1980 et de 1981 est venue interrompre cet oubli collectif quand les communautés allochtones
entourant Escipit ont violemment rappelé aux gens d'Escipit et par un racisme affirmé qu'ils étaient résolument à part de la majorité euro-québécoise. Ross Tremblay retrace la résurgence d'une identité politique autochtone autour de la guerre du saumon, analyse les façons dont la communauté s'est redonné une identité, une trame narrative dans un contexte où l'oubli culturel avait fait ses ravages. Cette résurgence politique, quoique positive, reproduit cependant, selon Pierrot Ross Tremblay, certains des éléments les plus troublants du colonialisme que décrit la communauté d'Escipit. Ross Tremblay propose avec son livre une analyse cinglante du colonialisme canadien et euro-québécois ou québécois de souche et jette un regard critique sur la façon dont ce colonialisme s'est immiscé dans le discours de certains leaders de la communauté d'Escipit d'aujourd'hui. Donc, voilà en gros les grandes questions dont le livre de Pierrot traite. Et maintenant, on va parler de toutes ces questions-là, de ces enjeux-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu, Pierrot, du colonialisme tel qu'il est vécu par la nation Innu d'Escipit? Tu parles dans ton livre en particulier du colonialisme externe et interne, de colonialisme psychologique. Est-ce que tu peux nous situer ces termes-là et nous les situer en particulier en lien avec la communauté d'Escipit? Oui, merci pour la présentation, Julie. Le colonialisme tel que vécu dans notre communauté, ben, est lié finalement aussi à ce qui est à la marginalisation historique qui a été vécue par les Inuits, mais aussi par les premiers peuples en Amérique du Nord puis au Canada en particulier. Fait qu'on a été soumis aux mêmes politiques, les mêmes politiques de la couronne et ce qu'on a appelé le génocide. Et une dimension du génocide, et le génocide dans ses culturel, si on peut dire, de la façon que les choses se sont opérées à travers l'histoire, là, surtout au 19e siècle. Finalement, c'est des stratégies de déterritorialisation, de faire en sorte que les gens physiquement vont se déplacer du territoire puis vont être amenés dans des réserves. On connaît maintenant mieux l'histoire. Le public connaît mieux ces réalités. Et l'autre aspect de ce colonialisme, c'est le fait d'arracher les gens à leur culture, à leur savoir, à leur mémoire. Alors, enlever les gens du territoire, mais après les déraciner de leur conscience historique, de leur propre récit, de leur propre savoir. Alors, l'aspect psychologique du colonialisme, pour moi, c'est les effets du génocide et jusqu'à aujourd'hui, qui implique des ruptures de transmission intergénérationnelle à travers le temps, des formes d'effacement, des formes des interruptions de transmission, évidemment, jusqu'au point où, dans le cas des Sipides, ben, comme d'autres communautés le vivent aussi, ben là, on vit des formes avancées d'assimilation parce que les réserves ont été créées dans des contextes où on était enfermés et puis après ça, on était entourés et puis pour faire en sorte qu'il y ait une assimilation complète. C'était l'objectif. Tu sais, j'invente rien en disant ça. Mais nous, ben, on était une petite communauté, alors on s'est retrouvés à vivre des formes avancées d'assimilation, puis c'est ça qui m'a beaucoup intéressé. J'ai pensé que c'était important de porter un regard franc, un regard cinglant sur notre condition telle qu'elle était. Même si c'est difficile, c'est beaucoup les plus vieux qui m'ont encouragé à continuer là-dedans. Puis pas juste les aînés des Sipides, d'autres aînés que j'avais rencontrés avec le temps qui disaient faut regarder les choses telles qu'elles sont et aussi les dire comme elles sont pour pouvoir aller vers d'autres choses, pour pouvoir se libérer des chaînes du colonialisme, de ces idées, par exemple, qu'on n'a pas d'histoire ou de cette idée qu'on n'a pas d'ordre juridique, cette idée qu'on n'est plus des peuples souverains qui peuvent s'installer avec le temps. Lorsqu'on intériorise ce que j'appelle le terra nullius qui devient le sui nullius, l'idée qu'on n'a pas d'histoire, qu'on n'existe pas. Et puis, c'est pas spécifique à Escipit, vraiment pas spécifique à Escipit, mais vu que je suis citoyen, membre de ma communauté, j'ai décidé dans les années 2000 de faire mon doctorat, de retourner dans la communauté, faire le doctorat et d'écouter surtout ce que les gens eux-mêmes avaient à dire, les aînés en particulier et les gens de ma génération aussi. Alors, c'était un très long processus et ça a donné le livre qui est aujourd'hui avec ses forces, avec ses faiblesses, mais je pense que c'est
le livre pose des questions qui sont pertinentes à l'extérieur même de notre communauté. Alors, pour moi, c'est une contribution qu'on fait au questionnement dans les Amériques et en Amérique du Nord sur notre rapport avec le passé. Notre rapport avec le passé, qui est un peu notre rapport avec la vérité, mais pas la vérité ou la vérité dans le sens qu'on sait au fond de nous-mêmes, ce qu'on sait au fond de nous-mêmes et qu'on ne peut pas toujours dire pour plein de raisons. Alors, notre rapport avec le passé, comme communauté, mais aussi ceux qui exercent le pouvoir. Parce que plus le pouvoir est concentré, ben, plus le rapport que ceux qui exercent le pouvoir ont avec eux-mêmes, avec leur propre passé, et fait ombrage ou est projeté sur toute la communauté elle-même. Et comme résultat de politiques d'assimilation, comme on le sait, tout ça. Alors, ça, c'est un élément qui me semble important. Ce rapport avec le passé, en s'intéressant, je me suis intéressé à la guerre du saumon. Il y a un peu une histoire orale de la guerre du saumon telle que vécue chez nous. Et puis avec le temps, je me suis aperçu que c'était plus le rapport qu'on avait avec le passé qui me semblait le plus important, plus que peut-être le passé lui-même. Alors il y a une dimension d'histoire, une dimension de travail historique, mais je me suis intéressé beaucoup à ce qu'on appelle la mnémo-histoire, c'est-à-dire le rapport au passé. Ce qu'on dit du passé ou qu'on ne dit pas du passé, qu'est-ce que ça révèle sur notre condition, sur qui on est, puis sur qui on veut devenir. Et puis le concept de mémoire culturelle est devenu central, emprunté entre autres à John Hasman, mais c'est un concept qui existait déjà, c'est-à-dire tout ce qu'on transmet de génération en génération à travers des protocoles, des cérémonies, des savoirs qui sont transmis. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui n'est pas transmis? Alors, ce qu'on appelle l'amnésiologie, c'est-à-dire l'oubli comme production, et puis c'est là que ça devient central au colonialisme, parce que l'objectif du génocide, dans sa forme culturelle en particulier, c'est justement d'effacer et que rien ne soit transmis. Alors, il faut traiter de front cette question-là, telle que vécue par nous aujourd'hui, pour pouvoir le dépasser et s'en guérir. Alors, puis dans le livre, quand on lit le livre, tu commences par nous présenter la situation d'Espite au moment où la guerre du saumon éclate. Donc, et tu nous parles en particulier à ce moment-là de cette idée de la production de l'oubli, que la communauté à ce moment-là est dans une espèce de moment où il y a une fragmentation de la transmission des savoirs, un sens d'identité de la communauté qui est différent et que la guerre du saumon vient comme interrompre. Est-ce que tu peux nous parler de ce moment-là, le moment juste avant la guerre du saumon et le moment où la guerre du saumon éclate et où il y a quelque chose qui vient être réveillé ou qui vient être secoué par cet événement-là? Ouais. Ben, premièrement, je veux un élément qui est central pour moi, c'est de ne pas présenter la communauté comme un tout homogène. Hein? Et puis ça, c'est très important. On sait qu'entre les premiers peuples, entre les communautés, ben, on vit des réalités différentes quand même. Et à l'intérieur de la communauté, puis ça, c'est là que j'ai voulu aller vraiment il faut être minutieux quand même. Puis il y a toujours eu une continuité culturelle dans la communauté. Puis il y en a qui ont continué à vivre. Ça a continué, là. Puis jusqu'à aujourd'hui aussi. Alors, c'est pas une communauté qui est homogène, où est-ce que tout le monde. Il y a des dynamiques collectives, évidemment, il y a des réalités collectives, mais comme chez les jeunes, ben, il y en a qui vont être plus connectés que d'autres sur le territoire avec les savoirs ancestraux. Et c'est vrai avec tous les membres de la communauté. Et c'est vrai aussi pour ce qu'on dit les leaders. Je ne veux pas donner l'idée que tout le monde est. Parce qu'il y a quand même une description des régimes de pouvoir à l'intérieur du livre. Et avec une forme de monocratie qui s'est instaurée, surtout jusqu'à 2016. Et puis le but, c'est vraiment pas d'attaquer, de porter atteinte à la dignité des gens, mais de décrire des phénomènes qui concernent à tout le monde. C'est vraiment important parce que je veux honorer la parole des gens et chacun a contribué à sa façon à constituer ce qui est devenu la communauté. Et puis, c'était un des objectifs centraux de faire en sorte que les paroles vont pouvoir confluer puis devenir une chorale, finalement, pour rétablir différentes voix puis réécrire une trame à partir des récits puis de la mémoire de chacun. En ce qui concerne la guerre du saumon, c'est vraiment un événement qui a bouleversé la communauté. Et c'était vrai aussi là, chez les Mi'kmaq, on le sait avec les événements de Restigouche, puis c'était vrai aussi dans toutes les communautés Innu de la côte. C'était un événement qui ne concerne pas juste les Sipites. Mais les Sipites, à un moment donné, s'est retrouvé au front
cette lutte-là avec son fameux filet. Et ce qui a été révélé par l'événement, c'était un peu l'événement est un peu la culmination de l'oppression et de l'exclusion et de la marginalisation qui a été vécue par les Inuits là, qui en étaient venus à ne plus pouvoir pêcher dans les rivières, ne plus pouvoir exercer leur propre subsistance, leur propre souveraineté ancestrale, dont la souveraineté alimentaire. Alors, on se met dans le contexte. Et cette répression historique avait fait que ça devenait, on le sait, très pénible d'affirmer une forme d'ingénuité, même de se dire Inou. Il faut se remettre dans le contexte des années 70, des années 80, avec le nationalisme québécois aussi qui était exalté, et cette affirmation du Québec qui voulait devenir, qui reprendre contrôle de son territoire et tout ça. Alors là, c'est là que les plaques tectoniques, on peut dire, entre les premiers peuples, le Canada et le Québec, ont bougé. Mm-hmm. Et ce que ça a révélé, c'était je dirais l'existence d'une conscience historique inoue très, très forte dans une communauté qui était perçue de l'extérieur et qui se percevait parfois elle-même comme étant éteinte, si on peut dire, au niveau culturel. Et alors, ça amène une réémergence, une ressurgence d'une force, comme disait un guerrier dans les interviews, il dit l'ours n'était pas mort. Hein? Ça revient souvent dans les récits, dans les discours, surtout chez les aînés plus vieux, en disant la guerre du saumon est une petite guerre d'une plus grande guerre dans le contexte de l'île de la Grande Tortue, c'est-à-dire dans le contexte des résistances de toutes les Amériques. Et puis ça c'est assez fascinant, ce retour d'une conscience historique, d'une réaffirmation. Alors, dans le livre, lorsque je me suis intéressé à l'événement, alors je me suis intéressé à comment les gens eux-mêmes voyaient les sources de la guerre. Alors, vraiment, ils ont situé l'événement et leur résistance et leur lutte dans le cadre des politiques du gouvernement canadien au cours des 150 dernières années. Alors, ça, c'est central. On le sait, ça fait partie des réalités jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, un autre élément, c'était les politiques du gouvernement du Québec qui ont été centrales pour faire en sorte d'essayer de coincer des Inuits, essayer de mater des formes de résistance ou d'affirmation. Alors ça, là, on se remet dans le contexte. Puis là, je pense que le livre de Dali Giroux, qui est sorti récemment, était très, très intéressant à ce niveau-là parce qu'il y a une étude critique des relations justement entre le gouvernement de René Lévesque et les leaders autochtones à l'époque. Alors, je trouve que c'est pertinent encore aujourd'hui de revisiter cette époque-là qui est beaucoup occultée surtout par les nationalistes québécois, cette mémoire sélective. J'en parle parce que ça fait partie du livre aussi. Et un autre élément, c'est la culture locale. C'est-à-dire, Essipit est une petite communauté, mais qui est entourée par des villages, par des villages québécois, et puis avec des liens tissés aussi. Il ne faut pas penser que c'est très tissé à travers le temps. Les choses il y a beaucoup de liens qui ont été créés. C'est central parce que un événement comme la guerre du Saumon a amené des grandes blessures, des grands fractionnements et qui ont laissé des traces profondes. Alors, la culture locale est devenue quelque chose d'important pendant cette dialogue comme une source des préjugés, le racisme dans la culture. Et c'est pertinent aujourd'hui encore dans le débat, dans les débats publics aujourd'hui même. Et quatrièmement, il y avait un élément comme déterminant de la guerre, c'était l'organisation de cellules anti-autochtones. Alors, c'est quelque chose qu'on voit aussi, par exemple, en Nouvelle-Écosse présentement, ou qu'on voit dans d'autres lieux au Canada, ce racisme organisé, évidemment, c'est pas toute la société qui est comme ça, mais c'est des phénomènes à lesquels on voit. Alors, ça, ensemble, c'était les déterminants externes de l'événement. Et ce qui était central pour les gens, c'était de dire que nous, la résistance elle-même, l'organisation interne de la communauté, sa mobilisation avec ses objectifs de défendre la communauté et la souveraineté ancestrale est devenu un déterminant de la guerre. L'agenciété, si on peut dire, ou la volonté de la communauté de se défendre était un déterminant central de la guerre elle-même. Alors, c'était
Et dès mes premières conversations, si je remonte à 2000, les années 2000, alors les jeunes disaient, on n'avait pas beaucoup entendu parler de l'événement, nous, les gens de notre génération. C'était assez commun. Mais pour les vieux, ils disaient, c'était l'événement le plus important de leur vie. Alors je me dis, mais pourquoi on n'en a pas entendu parler si c'était si important? Alors ce silence-là, ou cette non-transmission est devenue énigmatique, très importante à comprendre. Alors j'ai décidé d'en faire une forme de ce que j'appelais une amnésie, mais d'en faire une généalogie, essayer d'en comprendre les sources et les raisons profondes. Oui, puis d'ailleurs, ton livre met de l'avant une méthodologie qui donne la parole aux gens d'Escipit. Hein. C'est vraiment, tu parles d'une méthodologie basée sur l'autorécit. Donc, c'est des entrevues que tu as menées avec les gens, tu les cites. C'est vraiment par eux qu'on a accès à cette trame narrative qui, comme tu le dis, est complexe, contradictoire, pleine de nuances. C'est pas une communauté qui est homogène dans sa réaction ou dans sa façon de se remémorer ces événements-là. Pourquoi c'était important pour toi de mettre en scène ou de donner la parole aux gens d'Escipit? En quoi est-ce que ça soutenait ton propos? C'est un peu la promesse, on peut dire, de l'histoire orale, ou c'est la promesse de l'intelligence des gens, de leur savoir, de leur expérience. Un des effets du colonialisme psychologique, on sait, c'est l'effacement. Alors, ce qui amène des formes de tyrannie intérieure. Alors, le récit, notre propre histoire, des fois, en vient à être écrite par ceux qui sont dans des situations de pouvoir. Ce n'est pas juste un phénomène chez nous, c'est des phénomènes qu'on voit partout, dans les petites communautés en particulier, surtout les communautés blessées. Pour comprendre les sources de ce silence ou de cette non-transmission de l'événement, il fallait retourner à la mémoire de ceux qui l'avaient vécu. Alors, c'est là que je me suis mis à écouter, en particulier les plus vieux et ceux ayant participé, c'est-à-dire ceux qui la génération précédant la mienne, précédant la nôtre. Et puis là, plus j'écoutais, plus je trouvais vraiment fascinant la diversité des points de vue, des interprétations, et plus les gens parlaient, et puis plus des nouvelles expériences émergeaient, des nouvelles critiques, alors je m'apercevais qu'il y avait une forme de contrôle, si je peux dire, de l'interprétation historique de l'événement et du rapport de la communauté avec le passé. Et puis ça c'est un effet central du colonialisme psychologique, hein, c'est ce contrôle de notre rapport avec le passé, avoir un récit unique. Alors, l'idée, c'était de démocratiser la mémoire. S'il y a une chose qui appartient à tout le monde, c'est le passé. C'est notre héritage, l'inventaire de nos expériences. Alors, l'idée, c'était de retourner au récit des personnes, mémoire autobiographique, telles qu'ils l'ont vécu, comment ils voyaient les origines de la guerre, comment ils l'ont vécu la guerre eux-mêmes, comment ils ont vu les effets de l'événement et comment ce qu'on dit sur le passé, comment ça peut nous éclairer sur ce qu'on est devenu aujourd'hui et sur ce qu'on peut devenir aussi comme communauté. C'était vraiment un exercice de démocratisation de la mémoire pour essayer d'amener d'autres interprétations, pour mieux comprendre les structures coloniales à l'intérieur. Au-delà des leaders, au-delà du leader ou des leaders, le but, c'était pas de mettre l'accent sur des personnes, mais de comprendre à partir de l'intelligence puis de l'expérience des gens, parce que les gens quand on écoute attentivement, on s'aperçoit que les gens ont une perspective fascinante, très, très subtile, très sophistiquée de leur propre communauté. Et une des raisons pourquoi c'est important aussi, c'est que, pour plein de raisons, c'est que le monde académique en particulier, puis c'était documenté, là, fait en sorte que la parole est souvent donnée aux mêmes personnes dans nos communautés et les rapports de pouvoir ne sont pas documentés. Parce que les chercheurs de l'extérieur peuvent difficilement un peu aller sur les terrains politiques difficiles ou parler des questions plus difficiles, que ce soit le racisme intériorisé, que ce soit les formes de misogynie héritées de nos blessures et du colonialisme aussi, ou d'autres enjeux qu'on vit à l'intérieur. Alors, si on regarde un peu les recherches qui ont été faites les cours des 40-50 dernières années, il y a ce vide. Alors, je pensais que c'était une responsabilité comme chercheur de la communauté d'aller
mettre des mots sur ces réalités qui sont souvent occultées et qui fait en sorte qu'on ne peut pas adresser aussi là, ces réalités-là, vu qu'on les nomme pas ou qui sont invisibilisées, si je peux dire. Oui, puis tu es dans une position unique, toi, pour faire ce travail-là, parce que tu as accès à la communauté, mais tu as aussi des rapports, tu es dans le monde universitaire, donc tu occupes une position multiple qui te permettait de pouvoir aller à la rencontre de ces différentes questions-là avec une perspective qui est unique, que d'autres n'ont pas, bien sûr. Une perspective et surtout un sens des responsabilités aussi. Voilà. Mais la liberté académique, je dirais, c'est parce que moi, comme prof d'université, comme chercheur, moi, mon salaire, c'est d'investiguer, de regarder les choses comme elles sont et aussi de les dire comme elles sont. Voilà. Je ne m'inscris pas dans que des gens ne soient pas contents ou que surtout des dirigeants ne soient pas contents ou des gens veulent se sentent si je peux dire, critiqués parce qu'ils sont dans une situation de pouvoir, que leur pouvoir soit critiqué. Moi, mon objectif, c'est pas de plaire ou de me faire aimer par les gens en situation d'autorité ou par hein? Alors, c'est vraiment différent parce que on le sait, quand on est dépendant d'une autorité ou d'un pouvoir, c'est très difficile de critiquer. On le voit c'est vrai pour toutes les personnes qui sont engagées dans les luttes antiracistes, par exemple, ou dans les luttes anticoloniales, ou dans la dénonciation des abus sexuels, ou la lutte contre la misogynie ou le patriarcat. Tous les révolutionnaires, finalement, sont persécutés un jour ou l'autre. Mais quand on a la chance d'être prof, on a le privilège d'être prof d'université, alors c'est une grande responsabilité. Parce qu'à un moment donné, c'est pas plaisant de faire ça. Il y a des malaises, c'est difficile. Mais moi, je vois ça comme un peu comme une grande thérapie collective. Parce que puis ça, c'est quand les vieux disaient faut crever l'abcès, faut sortir, faut que ça sorte. Maintenant, il faut parler de certains enjeux. Surtout dans le monde francophone, où est-ce qu'il y a moins de chercheurs autochtones, où est-ce qu'il y a une autre couche de colonialisme. C'est pas vrai qu'il y en a une de moins, il y en a une de plus au Québec. C'est ça la réalité. Un angle mort de plus. Alors, pour moi, c'était très important. Et ça doit s'accompagner d'une grande réflexivité, parce qu'on vit nous-mêmes les phénomènes qu'on documente. Alors, ça peut nous rendre vulnérables et ça fait en sorte qu'on nous aussi, on a nos angles morts. Alors, on vit ce qu'on documente, et puis là, ça augmente, ça crée un autre niveau de complexité. C'est pour ça que j'ai écrit la postface, les héritiers de l'oubli, The Heirs of Oblivion. C'est une réflexion là-dessus sur le processus. Il y a un danger d'essentialiser aussi, de présenter la communauté comme un tout homogène, de présenter le passé aussi d'une façon sécurisante, en manquant de subtilité. Il y a un danger de présenter tous les leaders comme étant les mêmes. Quand les gens ne sont pas pareils, les gens ont fait des contributions différentes. Alors, il faut aller dans le détail et la subtilité. C'est ce que j'essaie de faire au maximum. Et puis, c'est vrai aussi pour les gens de ma génération, les gens de mon âge ou plus jeunes. On a toutes des réalités différentes. Mais de créer un espace où ces voix-là peuvent parler en chorale et puis peuvent contribuer à une nouvelle trame narrative. Et puis, je dirais, c'est une condition pour assurer une continuité culturelle. Et pour aussi reconnecter avec notre mémoire culturelle qui porte nos récits, qui porte nos souverainetés ancestrales, qui porte nos philosophies anciennes. Pour mieux penser le présent, pour mieux le comprendre et pas juste résister, mais aussi pour plus de justice aussi. Parce que c'est ça aussi, l'expérience de chacun, c'est une forme de justice collective. Faire en sorte que des voix qui sont mises sous silence, entre autres la voix des femmes ou la voix de certains aînés ou des gens plus traditionnels qui sont souvent marginalisés dans nos communautés ou des gens engagés. Alors, c'est un peu l'idée. Parce que c'est ça qui ressort aussi, c'est que après les événements de la guerre du saumon, donc après cette résurgence, ce réveil politique qui, comme tu le dis, est complexe et vécu de façon différente à travers la communauté, sans vouloir l'homogénéiser, mais il y a comme un regain ou une nouvelle direction qui est donnée à la communauté d'Espit. Et puis, il y a l'installation de certaines formes de leadership. Encore là, on va pas généraliser, mais de certaines formes de leadership qui, malheureusement, semblent reproduire des structures qui sont néfastes ou qui sont problématiques et que les témoignages que tu recueilles viennent mettre en lumière. Et puis, ce qui m'impressionne de ton livre, c'est à quel point
t'orientes un regard critique vers plusieurs forces qui sont venues s'imposer sur la communauté, le colonialisme canadien, le colonialisme euro-québécois, le colonialisme local ou les tensions locales autour de la communauté, mais aussi ce qui se passe à l'interne, les façons de gérer ce colonialisme qui a été intériorisé, comme tu dis. C'est une posture qui est extrêmement compliquée à occuper comme chercheur, tu viens d'en parler, qui offre très peu de répit aussi parce que tu es constamment dedans. Qu'est-ce que ça coûte personnellement ou qu'est-ce que ça veut dire faire ce type de recherche-là pour quelqu'un qui a les pieds dans la communauté, qui occupe toutes sortes de rôles, quoi. C'est quoi les répercussions ou qu'est-ce que c'est les obstacles ou ce que ça coûte de faire ce type de projet-là, tant au niveau spirituel que intellectuel? Oui, c'est une posture très, très difficile, mais surtout qu'on n'est pas prof ou qu'on est dépendant, puis si on vit dans la communauté, c'est d'autant plus difficile. Anne Capèche l'avait parlé là, il y a longtemps en disant qu'à un moment donné, lorsqu'on décide de dire les choses, on risque de se retrouver seul ou on peut vivre des formes de marginalisation à l'intérieur même chez notre propre monde. Et puis un autre aspect, c'est que on veut jamais donner, c'est l'image qui est utilisée par une auteure autochtone, j'oublie son nom, mais elle disait on veut pas donner la lame avec laquelle on va nous couper. C'est pour ça l'intériorité, l'extériorité, c'est très difficile. Mais c'est vraiment, à un moment donné, des aînés dans d'autres communautés, mais chez nous aussi, qui ont dit faut dire les choses. Faut dire les choses. Et le coût, c'est celui, je dirais, des personnes qui s'engagent et qui veulent aller au bout de ce qu'ils ont vu, de leur expérience personnelle, mais aussi pour porter les vérités que les gens leur ont partagées. Alors, c'est une grande responsabilité d'amplifier des voix qui sont marginales parce que ça amène une critique du pouvoir. Une critique du pouvoir des hommes en particulier, des hommes de pouvoir, et puis ça met en lumière des discontinuités puis des incohérences internes qu'on vit. Alors, c'est sûr que ça crée des malaises, ça rend inconfortable. Mais là, un enjeu central, c'est surtout dans les études sur l'oubli, c'est comme ça peut se mettre la main dans. On oublie rarement pour des raisons joyeuses. Alors, c'est souvent pour des douleurs, des souffrances, des traumatismes. Alors, il faut y aller doucement. C'est ce que j'aime mes étudiants. Ne reproduisez pas l'expérience à la maison parce que ça peut être dangereux. Alors, c'est une expérience importante là-dedans. Mais c'est sûr que c'est un peu comme le saumon qui veut retourner au lieu de sa naissance pour se reproduire et qui fait face à des barrages. Alors, c'est un petit peu ça l'image. Et puis, on risque de rencontrer tous les déterminants de l'oubli. Ça, pourquoi les choses ne sont pas accessibles ou sont gardées sous silence. Et puis, c'est les... je dirais qu'on arrive... on arrive au bout du chemin avec des écorchures, avec des blessures, ou on a rencontré des obstacles, mais on arrive avec le cœur léger d'avoir fait son devoir. Et puis, au bout du chemin, on regarde en arrière et on dit qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement pour ceux qui suivent, pour ceux qui veulent continuer ce travail de mémoire, ce travail de guérison collective, de décolonisation. Et surtout pour ceux qui veulent assumer et affirmer nos philosophies de la vie, nos philosophies du droit, entre autres nos souverainetés ancestrales et nos ordres juridiques, qui sont au fond de la question. Parce que l'objectif du colonialisme canadien ou québécois, c'est justement l'invalidation de nos ordres juridiques, de ce lien comme premier peuple qu'on a avec la terre comme source de savoir, mais aussi comme source de vie, comme source de droit aussi. Et ce rapport différent avec la terre, cette conception différente de la vie, pour moi, semble ce qui est notre grande richesse, mais aussi ce qui est lié le plus à nos traumatismes.
parce que l'objectif des politiques, et de façon effective, était de toujours associer, faire en sorte qu'on va associer notre amour de la terre, notre esprit aussi d'entraide, de partage, cette autosuffisance, aussi cette autonomie, cet esprit d'autonomie complète comme étant une menace au projet de civilisation, d'appropriation des terres d'un côté et aussi de christianisation. Parce que c'était plus on va être dépendant, plus on va être facile à christianiser puis par la sédentarité, aussi à travers l'esprit de l'idée de sédentarisation, mais aussi, tant qu'on va garder ce lien-là avec la Terre, elle ne pourra pas être aliénée. Alors, cette question-là de l'aliénation de la Terre, du commerce du vivant, me semble très, très important. Et puis, ça fait partie des enjeux autour de la guerre du saumon. La défense d'un principe plus élevé qui concerne la culture et nous, mais aussi la vision des premiers peuples. Alors, le coup d'affirmer ton indignité, on sait, ça a des conséquences. On devient une menace. Et surtout, le problème, c'est quand tu écoutes les gens attentivement, puis les gens te font des confidences, alors tu viens que tu portes des vérités. Et les gens en situation de pouvoir, surtout les leaders qui deviennent autoritaires, en viennent à voir les personnes qui veulent porter cette voix-là ou affirmer certaines vérités comme étant une menace. Et on en vient à vouloir effacer ces gens-là aussi, les éliminer. Mais ça, c'est rien de nouveau. C'est dans tous les pays où est-ce qu'on vit des formes d'autoritarisme, même de totalitarisme aussi. Mais quand il s'instaure dans une communauté des formes de domination très avancées, et surtout quand ça devient monocratique, quand ça devient un seul leader qui est là pendant longtemps et qui domine tout, et que sa propre intériorité est projetée sur toute la relation de la communauté avec le passé, alors là, ça augmente un niveau de complexité. Et ce qui est important à comprendre, c'est que le totalitarisme, c'est la domination économique complète d'un leader, la domination politique, mais surtout l'interprétation de l'interprétation historique. Orwell disait, celui qui contrôle le présent contrôle le passé, et celui qui contrôle le passé contrôle aussi l'avenir. Alors, quand quelqu'un vient contrôler les paramètres de toute la mémoire d'un groupe, peu importe la raison personnelle pour ça ou de ce leader-là, ben, il en vient à contrôler toute l'identité de la communauté. Alors, ça amène un autre niveau de contrôle. Et puis, c'est quelque chose qui, dans des communautés vulnérables qui ont vécu un génocide, au Canada ou ailleurs, alors on vient vulnérable à ces formes de domination-là. Puis, c'est un enjeu qui concerne aussi tous les États post-coloniaux, qu'on pense à l'Algérie ou qu'on pense à d'autres pays, en Afrique et ailleurs, qui vivent des réalités différentes. Alors, le livre permet un dialogue élargi dans le monde académique autour de ces enjeux-là. Et la question des tyrannies, avec ce qui a été vécu aux États-Unis les derniers 4 ans, c'est central. On a là un leader qui part de ses blessures, de ses traumatismes, de l'humiliation qu'il a vécu et qui la projette sur tout un empire au complet. Alors, c'est actuel. Oui, absolument. Puis même, moi j'ai un écho dans mon micro. Attendez un instant. Non, je pense que ça va. Mais effectivement, le livre soulève des enjeux qui sont propres, bien sûr, et spécifiques à Espit, mais qui, quand on regarde ce qui se passe dans la communauté Mi'kmaq en ce moment, mais aussi quand on retrace les soulèvements des communautés autochtones dans les dernières 40 années, on voit à quel point ça pose une menace à l'État colonial et aux structures en place. Et puis, ce qui semble être une intervention majeure dans ton livre, c'est la façon dont ce devoir de vérité-là peut agir comme un antidote ou une forme de résistance à ce type de répression-là. Donc, ça, c'est, comme tu le dis, ça a des répercussions à travers différents champs d'investigation et de recherche. Je vois qu'il est, on passe la barre il est 8h40 pour moi, pour vous, il est 11h40, c'est ça? Alors, est-ce que on regarde quelques questions? Je vois que c'était possible de poser des questions à 11h40. S'il y en a pas, on peut continuer la conversation, bien sûr. Mais s'il y en a, moi, je peux les lire et puis les poser à Pierrot. Donc, n'hésitez pas en ligne si vous avez des questions. Entre-temps, pendant que ces questions-là s'organisent, tu as écrit ton livre en anglais, Pierrot, tout comme moi d'ailleurs. On a été obligé d'aller travailler ailleurs. Est-ce que ton livre va
sortir en français? Est-ce qu'il y a des espoirs que ça soit traduit, adapté et pour parce que il me semble important que les gens du Québec puissent lire, puissent avoir accès à cette recherche-là. Et quand je parle de la communauté euro-québécoise à laquelle tu adresses une critique aussi, est-ce que il y a des plans pour que le livre soit traduit? Est-ce qu'il y a des intéressés en livre? D'abord, s'il est écrit en anglais, c'est que je me suis retrouvé à Londres pour écrire la thèse de doctorat au départ. Pour ce qu'on j'appelle l'exil épistémique, c'est-à-dire pour mieux réfléchir et le Canada et le Québec et la réalité de nos communautés, il a fallu que c'était bien de prendre une distance pour pouvoir dire les choses comme je les voyais ou comme il était vécu. Et puis surtout quand on critique, surtout quand on parle du racisme vécu historiquement par les Inuits en particulier, ça devient très, très lourd, et puis en particulier au Québec. Mais c'était pas l'objet du livre, parce que je voulais pas que l'attention soit retournée encore une fois sur les Québécois et leurs blessures, et puis ça, même si j'ai beaucoup d'empathie, puis la dignité de tout le monde est égale. Mais ça me semblait central de prendre cette distance-là pour apporter un regard extérieur. Et alors, je me suis retrouvé à Londres. Alors le livre, après, j'ai eu une offre des presses de l'Université de Londres qui étaient intéressés et il est écrit en anglais. Mais pour moi, c'est central que, surtout que les gens de la communauté, ceux qui ne parlent pas anglais, puissent y accéder. Et je veux l'améliorer encore une fois, puis garder juste vraiment ce qui peut être le plus important, le plus pertinent pour les gens eux-mêmes, puis honorer leur mémoire, honorer les participants à la guerre du saumon, les gens que ça soit utile pour les gens de ma génération, et aussi aller encore plus dans le détail pour honorer certains leaders qui ont fait une contribution extraordinaire, les gens qui ont contribué à la communauté d'aujourd'hui. Ça, je veux que ça soit très, très clair que j'ai beaucoup de respect pour des gens qui ont fait beaucoup. Je pense à Denis Ross, par exemple, qui a toujours été bon, qui est une très bonne personne, qui était là pendant des années à servir la communauté. Son frère Bernard aussi, d'autres personnes. Alors, tu sais, il y a une forme d'anonymat dans le livre pour des raisons de protection, pour des raisons surtout pour en sorte que les gens soient plus libres de parler. Mais je veux remédier un petit peu à ça dans la version française. Alors oui, le livre, c'est sûr qu'il va sortir en français. Il faut être patient. Ça va venir un jour ou l'autre. Et ouais. D'ailleurs, il y a une belle question ici de la part de, je ne sais pas si c'est correct que je nomme le nom, Karine Miller, qui pose une question à toi, Pierrot, qui dit: vos propos sur la responsabilité de mettre des mots sur les choses sont inspirants. Vous dites que les chercheurs autochtones en milieu francophone sont encore plus minoritaires en raison d'une couche de colonialisme de plus. Pourriez-vous élaborer sur cette couche de plus, peut-être suivant votre propre expérience? Et d'ailleurs, ça, c'est une question qui nous intéresse tous deux, Pierrot et moi, la question du colonialisme québécois qui est inavoué, qui est souvent passé sous silence, qui est renié, mais qui ajoute non seulement une couche supplémentaire de structure de pouvoir, mais aussi un déni supplémentaire auquel il faut faire face quand on parle des situations au Québec, quoi. Alors, mais Pierrot, je me tourne vers toi pour que tu répondes. Ouais. Bon, d'abord, ça prend beaucoup. Merci, Karine, pour la question. Ça prend beaucoup d'énergie de critiquer ou de porter un regard critique sur le Québec et sa relation avec les premiers peuples. Et là, ça nous oblige à faire une critique culturelle du Québec. Et là, on entre dans le malaise, on entre dans l'identitaire et tout ça. Puis ça, je me tiens loin de ça autant que possible. C'est pas mon objectif. Mais si c'est important d'en parler. Alors, dans la façon dans les Euro-Québécois, dans la façon dont le récit est construit. Un certain récit qui est construit au Québec au cours des dernières décennies ou des derniers siècles, fait en sorte qu'il y a des représentations dans la façon dont les Québécois racontent leur histoire. Il y a des représentations des premiers peuples et de leur souveraineté ancestrale. Puis ça, c'est dans ton livre, c'est central dans ton livre, Julie. En fait, tu serais peut-être mieux placé pour répondre. J'espère que tu vas en parler après. Mais cette autre couche-là, pour moi, c'est dans la façon dont le Québec s'est constitué
on est venu à se concevoir comme peuple, ce que le Québec dit sur lui-même et dans son aspiration aussi. C'est pour ça que je parlais du livre de Dali Giroux tantôt, Maître chez nous. Cette idée-là d'être maître chez soi en occultant des gens qui existent depuis des millénaires sur cette terre-là. Alors, c'est très violent. Et la pire oppression, pour moi, c'est celle qui se nie elle-même. Alors, le fait de ne pas vouloir ou de ne pas être capable, pour plein de raisons, ou d'avoir une difficulté à voir que le Québec exerce aussi des formes d'hégémonie sur les premiers peuples, qu'il existe un colonialisme québécois. Alors, ça fait en sorte qu'on peut difficilement en parler. Et puis, ça rend la chose encore plus difficile, plus lourde. Et le Québec, qu'il l'accepte ou pas, puis je ne veux pas me prononcer là-dessus, vit dans le Canada pour plein de raisons, et fait en sorte que même ceux qui défendent une certaine idée du Québec ont intériorisé aussi. Le Québec, c'est une province. Le Québec a des structures coloniales, des structures qui prennent leur source dans la couronne, et il y a une forme d'intériorisation, qu'on le veuille ou pas, du colonialisme, et sa reproduction. Puis il y a le livre de Nungat, en particulier, qui documente ça. Alors pour moi, je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment, mais je te laisserai continuer. Julie, qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Ben, en fait, je vais dans le même sens que toi. Puis encore là, je pense que c'est important de parler d'une critique de la structure plutôt que des individus, dans le sens que, comme disait Pierrot plus tôt, le risque d'homogénéiser ou de parler, de faire une déclaration à l'emporte-pièce est toujours là. C'est pas mon désir à moi dans mon livre, mais moi, c'est sûr que n'étant pas moi-même autochtone, étant membre plutôt de la communauté que j'appelle dans mon livre québécoise de souche de façon critique, moi, je sens la responsabilité de faire un peu le même devoir de vérité, c'est-à-dire d'aller interroger les trames narratives qui ont été adoptées par le Québec, ou en tout cas le discours dominant au Québec depuis un bon nombre d'années, puis qui se tourne vers toutes sortes de modes d'évasion pour ne pas avoir à faire face à son rôle en tant que force coloniale. Dans les dernières années, on remarque un mouvement vers un discours du métissage qui est extrêmement troublant, je dirais, et dont je parle dans mon livre, mais aussi Daryl Leroux écrit là-dessus. Il y en a plein d'autres qui écrivent de façon très intéressante là-dessus, cette espèce d'appropriation d'une identité autochtone, ce désir d'aller chercher de recréer une histoire du passé où il y avait une espèce de jardin d'Éden où les communautés autochtones et les francophones étaient en parfaite harmonie, et que ce n'est que le colonialisme britannique qui est venu interrompre tout ça, alors qu'on sait que c'était pas le cas. Il y a toujours eu des rapports de pouvoir asymétriques et des forces extractives de la part du colonialisme francophone. Là, je dis francophone, mais c'est pas le bon terme, là, mais en tout cas. Donc, oui, c'est très compliqué. Moi aussi, j'ai quitté le Québec, et mon livre aussi, ça répond à une question qui a été posée par Patricia. Moi aussi, mon livre est écrit en anglais. Le mien va être traduit chez Nota Bene, il devrait sortir dans la prochaine année, je pense. Mais je pense que il y a dans la communauté franco-québécoise de souche, il y a un exercice de vérité qui devrait être fait aussi pour adresser certaines des questions que Pierrot note dans son livre. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire de revisiter le passé pour mieux repenser le futur, et un futur qu'on espère décoloniser à tous les niveaux, c'est-à-dire enfin capable d'être en conversation avec la souveraineté des premiers peuples, non pas comme subjugué dans le discours québécois, mais comme étant une souveraineté existante, quoi.
Donc, je ne sais pas si ça répond, Pierrot. Moi, je reviendrai. Parce que c'est une question, on faudrait faire un séminaire complet juste là-dessus, parce que c'est tellement important, puis c'est comme les conversations sur le racisme ou sur l'islamophobie, c'est très, 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 très difficile, ou les questions de misogynie ou des abus, de tout ça. Mais je peux comprendre l'insécurité des gens quand les voix des premiers peuples sont amplifiées puis deviennent centrales dans l'espace public. Parce que depuis 400 ans, les premiers peuples ont continué d'observer. Alors, on sait des choses, on voit des choses. Mais lorsqu'on les dit, c'est comme si des fois, c'est comme si on persécutait, on faisait mal. Et la blessure, et puis pour citer Nawal Hamidi, la blessure spirituelle, qui me semble centrale au Québec, devient prédominante, et c'est là que une interruption de la discussion. On ne peut pas aller plus loin. Et c'est vrai que des civilisations millénaires avec des récits anciens d'une puissance, parce que nos cultures qui sont représentées au sein de la culture, on peut dire euro-québécoise ou québécoise ou franco-descendante, appelons-la comme on veut, je ne veux pas la définir, mais cette vision du sauvage, cette vision, ces représentations, excusez le mot en S, ces représentations en viennent d'être inversées. Et puis c'est comme si, vu ce qu'on appelle une structure hégémonique de violence, une forme de domination intérieure, alors le fait qu'il y a cette affirmation aujourd'hui autochtone dans toute sa richesse et toutes ses dimensions, ça peut avoir un effet de pulvériser, sentiment d'insécurité, de pulvériser l'idée même que les Euro-Québécois, les Québécois racontent sur eux-mêmes. Alors, c'est pour ça que c'est lié avec le phénomène d'auto-autotonisation où les gens veulent avoir du sang ou veulent se créer, accéder à la génétique, mais pas nécessairement à la culture ou à l'aspect spirituel. Alors là, c'est cet aspect spirituel, c'est-à-dire nos civilisations chamaniques anciennes et tout ça, et la société laïque qui s'est constituée plus matérialiste de consommation. Alors, c'est un choc entre les civilisations. Mais en même temps, nous, on est tellement tout petits, tellement minoritaires, qui fait en sorte que ça rend la réception de ces vérités-là très difficile. Mais il faut dire que c'est générationnel aussi. Alors, il y a un grand transfert générationnel qui se passe présentement dans nos sociétés, les sociétés coloniales ou pas, et il y a des nouvelles mouvances. Alors, c'est pour ça que faut continuer d'avoir ces discussions-là et d'écouter très attentivement, surtout quand il y a un malaise, pour pouvoir dépasser ça puis en venir à d'autres formes à d'autres récits. Mais il y a une source là qui n'est pas entendue. Il y a une source qui est. Et il faut accepter d'être transformé par ce que les premiers peuples vont dire. C'est ça c'est très difficile. Je ne sais pas si ça répond un petit peu. Mais merci pour la question. Oui, c'est un exercice très inconfortable, mais le changement vient dans l'inconfort. Donc, il faut y passer. Il y a plusieurs questions et je veux être sûre de les honorer. Il y a des suggestions qui ont été faites de manuscrits qui vont sortir sous peu. Donc, je pense que ces suggestions-là sont sur Facebook, elles sont disponibles. Il y a une question quant à si cette discussion est enregistrée et va être disponible dans le futur. Oui, elle le sera. Si j'ai bien compris, elle va être disponible sur la page Facebook. C'est possible de la revisionner parce que je sais que Pierrot a donné une source d'informations extrêmement riche dans la dernière heure et puis on a peut-être le goût de revisiter ça dans le futur. Il y a une question d'André Lévesque, si oui, qui dit à Pierrot, sens-tu que la parole des académiques francophones autochtones subit le colonialisme psychologique des académiques autochtones ou non anglophones? Je pense à Georges, si oui. Je ne sais pas si c'est une question à laquelle tu voudrais répondre, Pierrot. Regarde, j'ai été... les relations. Pour moi, je ne suis pas dans cette dynamique francophone-anglophone. Alors, je travaille autant en français et en anglais. Tout ça. Pour moi, c'est des frontières vraiment coloniales constituées. Et puis, ce n'est pas. Pour moi, ce n'est au contraire la solidarité, que ce soit avec. Tu connais Val-Napoléon, que ce soit dans l'Ouest, que ce soit tous mes collègues Anishinaabe, Cri, mes collègues Algonquins, tous mes collègues du monde francophone, sans parler des États-Unis ou des autres, des collègues sud-africains, cette solidarité avec les profs autochtones. D'ailleurs, au Canada, pour moi, c'est ce qui me permet, ça m'a donné beaucoup de force
autant avec des gens comme toi, Julie, qui ont un regard critique sur leur propre société, qu'avec les autres profs. Je connais un peu l'expérience de Georges, mais même pour moi, ce n'est pas contre. Ce que je vis présentement, si on veut parler de ça, présentement, c'est plus des formes de racisme qui aussi dans le monde francophone. Ceux qui font de leur beurre la recherche autochtone, ceux pour qui les Autochtones sont une source de revenus, alors qu'ils se cachent aussi devant les Autochtones pour mieux affirmer, par exemple, les compétences du Québec ou la souveraineté, des discours de souveraineté nationaliste et ultranationaliste. Pour moi, ça c'est un enjeu central. La violence, parce que c'est sûr que quand on arrive comme prof autochtone en français, on apporte une critique aussi. On fait sentir des fois nos collègues que c'est pas nécessairement pertinent ou qu'ils sont pas légitimes, ou les gens ont peur de perdre leur financement, ont peur de perdre leurs privilèges. Alors, il y a toute une classe qui profite, d'une certaine façon, de l'absence des professeurs et des académiciens autochtones dans le monde francophone. En ce qui concerne le monde anglophone, pour moi, le fait que certains professeurs ou chercheurs ou animateurs de radio se permettent de parler des fois au nom des Autochtones en français au Québec, pour moi, c'est un phénomène beaucoup plus troublant. Quand je le vois beaucoup moins dans le monde anglophone, maintenant, là, c'est beaucoup moins accepté de faire des recherches sans tout ce qui nous concerne, sans nous, ce n'est plus acceptable. C'est terminé. Alors, puis le fait, pourquoi il y a aussi peu de professeurs autochtones en français, c'est une autre question. On parlait d'une autre couche de colonialisme. Alors, mais c'est pas pour faire des attaques, mais je pense que c'est important d'en parler justement. Alors merci pour la question. J'espère que le débat va continuer. Et pour moi, ce que j'appelle les prêtres de l'autochtonité ou les prêtresses de l'autochtonité, ce n'est plus une posture acceptable. Il faut que les gens prennent une distance, à laisser une place. On n'a plus besoin de personne pour nous parler, pour nous dire qui on est, pour parler à notre place. Pour moi, c'est révolu ce temps-là. Alors, c'est par, pour et avec les Autochtones autant que possible. Et ceux qui veulent contribuer, ben, évidemment, tant mieux. Mais il y a un besoin de faire les choses par nous-mêmes. Puis il y a certainement un retard, je dirais, au Québec dans la façon de créer des programmes et d'engager des professeurs. Quand on regarde au Canada anglais ou aux États-Unis, disons qu'il y a une façon de faire qui est très différente au Québec et qui mérite d'être réinterrogée. Je vois on est à 2 minutes de la fin. Je ne sais pas si il faut finir exactement à temps, mais peut-être, Pierrot, est-ce que tu as une dernière intervention que tu voudrais faire, quelque chose avec lequel tu voudrais terminer cette conversation? Ben moi, j'encourage surtout les étudiants autochtones, les auteurs, les chercheurs à continuer leur travail, puis d'unir les forces. On est une époque difficile. Je sais que les gens à la maison, il y en a beaucoup qui vivent des difficultés. On est épuisés et tout ça, mais c'est justement le temps de faire le ménage, de se réconcilier entre nous quand c'est possible, de serrer les coudes, de serrer les mains, puis de garder une vision claire, puis de jamais abandonner ce travail de mémoire, ce travail de vérité. Et il y a une façon de le faire, mais ensemble, on va y arriver. Puis j'encourage en particulier les étudiants à continuer de questionner, d'être à l'écoute, de respecter les silences, mais de continuer à chercher et de savoir qu'ils peuvent compter sur de plus en plus de profs aussi, de plus en plus d'écrivains autochtones. Puis merci au Salon du Livre de donner une voix aux écrivains de nos communautés, puis j'encourage au plus de monde de prendre la parole, et comme ça, on va pouvoir réécrire une histoire et transformer la société, parce qu'il y a un rôle très important. Alors, merci à tous, et paix et santé aux auditeurs. Moi, je vais terminer en vous disant que Pierrot nous a appris que les presses de l'Université de Londres ont rendu son livre que j'ai ici, son livre accessible en ligne de façon gratuite. C'est ce que j'ai bien compris, Pierrot. Donc, je pense que sur la page Facebook, le lien va être posté si vous avez le désir d'aller lire le livre en ligne, et je vous encourage à le faire. C'est un livre extrêmement puissant, extrêmement une critique qui mérite d'être
être entendue, qui est absolument complexe, sophistiquée, inspirante. Donc, moi, je vais prendre le temps de te remercier, Pierrot, pour cette contribution-là, mais aussi pour la générosité avec laquelle tu as pris part à cette conversation-là. Merci au Salon du Livre des Premières Nations. C'est ma deuxième expérience au Salon et je suis honorée de pouvoir en faire partie à chaque année. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Et puis, je pense que ça marque la fin